Je me présente, je m'appelle Félix et je suis aujourd'hui dans ma collègue Simone. Puis on va vous parler aujourd'hui des conséquences environnementales de la recherche au Québec. Mais avant ça, il faudrait qu'on se présente comme du monde. C'est un organisme subventionnel qui finance la recherche au Québec dans plusieurs domaines, le domaine de l'artificialisation et le domaine de la santé. Comme ça va mieux que le plaisir. Et les domaines de société et culture, donc les activités de recherche, mais ça finance aussi différentes initiatives incluant le santé. Et le comité intersectoriel étudiant, c'est une quinzaine d'étudiants dans les fonds de recherche qui leur donnent des conseils par rapport à plein d'enjeux qui préoccupent une nouvelle génération de chercheurs. Par exemple, en ce moment, on se penche sur la science en français, sur la santé psychologique au cycle supérieur et évidemment sur les responsabilités en recherche. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on est venu ici aujourd'hui pour parler des responsabilités en recherche? Pourquoi c'est un sujet qui nous intéresse? Il y a une grande raison. La première, c'est que le mouvement planétaire de changement climatique, comme vous le savez si vous êtes ici aujourd'hui, c'est un mouvement qui est motivé par les informations qui nous viennent de la science. Donc, la communauté scientifique, c'est une communauté qui est informée, qui est sensibilisée en général au sujet des changements climatiques et des crises environnementales. La deuxième raison, c'est que, comme le montrent certaines études, l'échec des scientifiques du climat à réduire leur propre empreinte carbone a un impact direct sur leur crédibilité et sur la portée de leurs conseils. Donc, on a un peu une contradiction. Une communauté scientifique qui conseille la société sur comment lutter le changement climatique, mais qui ne met pas toujours en place ses propres conseils. Et un peu dans la même veine, on a une troisième raison qui est la recherche, il faut se le rappeler, c'est en bonne partie financée par des fonds publics. Donc, encore une fois, on a un peu une responsabilité supplémentaire comme communauté scientifique de mettre en place les propres conseils, les conseils qu'on donne nous-mêmes à la société. Donc, pour commencer notre petit tour d'horizon des conséquences environnementales des pratiques de recherche, on va parler de plastique. Pourquoi le plastique? En fait, les scientifiques, ils en utilisent beaucoup du plastique. Il y a une étude britannique qui a montré en fait qu'un département de biosciences à lui seul, dans l'espace de 1 an, a consommé l'équivalent de 5,7 millions de bouteilles de 2 litres en plastique. Puis là, on parle d'un département dans une université, dans un pays. Donc, imaginez à l'échelle de la planète, ça fait combien de plastique? C'est vraiment colossal. Pourquoi les scientifiques utilisent autant de plastique? Dans certains cas, ils n'ont pas vraiment le choix. On peut penser aux chimistes ou aux biologistes qui travaillent avec des substances toxiques. Elle ne peut pas être relâchée comme ça du gouvernement dans l'environnement. Donc, il faut faire attention. Mais en fait, le contact avec le plastique, on ne peut pas recycler le plastique qui est utilisé en laboratoire. Donc, c'est dommage, il faut le jeter. Il existe certains cas où est-ce qu'on peut quand même utiliser des matières réutilisables comme du verre, mais les cas sont quand même assez limités. Il faut prendre quand même le temps de laver ce verre-là. C'est pas vrai. Donc, dans la plupart des cas, on ne peut pas recycler le plastique. Il y a quand même des exceptions, des moments où est-ce qu'on peut utiliser le plastique. Mais à ce moment-là, on se bute à des règles comme celle-ci. Donc, ça, c'est les règles de recyclage de plastique de l'Université de la Colombie-Britannique. Donc, comme vous pouvez voir, il y a certains numéros qui vont au recyclage, d'autres non. Il y a certains objets qui vont, d'autres non. Puis, c'est vraiment un passe-temps. On ne comprend rien. Puis, cet exemple-là, du recyclage du plastique, en fait, ça illustre bien un des constats principaux de notre rapport sur l'éco-responsabilité en recherche, en fait, pour qu'il y ait un changement de pratique, comme par rapport à l'usage de plastique, qui est vraiment bien établi dans la culture scientifique, pour changer cette pratique-là. Il ne suffit pas de prendre un petit collant comme ça, de le mettre à côté du bac recyclable dans un laboratoire pour dire, bon, ben là, on a réglé le problème de recyclage du plastique, les gens savent comment faire. Donc, en fait, pour qu'une transition se fasse réellement, il faut l'encadrer à tous les niveaux du processus. Donc, à la fois par les chercheurs qui travaillent dans les laboratoires, mais aussi par les institutions qui les encadrent, comme les universités, les organismes de financement, le gouvernement. Et c'est seulement quand le choix écologique va être le moins cher et le plus facilement accessible qu'il va être choisi par les scientifiques. C'est vraiment seulement dans ces conditions-là que le changement va s'opérer. Mais il n'y a pas que du plastique qui se consomme dans les laboratoires. Un laboratoire scientifique, ça consomme aussi énormément d'électricité. Pour vous donner une idée, une même superficie de laboratoire consomme 5 à 10 fois plus d'électricité que la même superficie de l'espace de bureau traditionnel.
On va donner ici deux exemples qui sont particulièrement parlants. Le premier, c'est l'exemple des congélateurs. Dans plusieurs domaines, notamment en chimie, on utilise très, très souvent des congélateurs à moins 80 degrés Celsius, pas mal plus rapidement. Et ces congélateurs-là, pourquoi ils sont à moins 80 degrés Celsius? C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est un peu du marketing. En fait, on a décidé, une fois que la technologie se rendait à moins 80, c'était le standard pour les congélateurs scientifiques. Et qu'est-ce qui arrivait en réalité si on augmentait la température à moins 70, très très chaud évidemment? C'est pas toujours la même chose, ça dépend des expériences, mais dans la majorité des cas, ça change rien aux résultats des scientifiques et on sait très bien qu'on épargnerait beaucoup d'électricité. Notre deuxième exemple, ce sont les hottes d'évacuation d'air qui sont utilisées très souvent comme mesure de sécurité. Les hottes, elles fonctionnent très 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 souvent, même quand on n'en a pas besoin. Et c'est un équipement qui consomme énormément d'électricité, tellement que dans certains cas, ça peut correspondre à environ 10% de la facture énergétique totale de l'université. On parle ici de quantité gigantesque d'électricité. C'est sûr qu'au Québec, on n'émet pas les coûts GES, on n'a pas un énorme impact environnemental quand on utilise le coût d'électricité parce que c'est des coûts électriques. Par contre, dans les prochaines années, comme société, on peut faire des grands projets comme l'électrification des transports. Elle va avoir un grand impact sur notre empreinte énergétique, notre empreinte carbone. Et si on veut faire ces projets-là, c'est très pertinent d'être économe dans les autres secteurs, comme celui de la recherche, par rapport à l'électricité. Pour finir avec l'électricité, je vais dire un petit mot sur les ordinateurs, parce que dans plusieurs domaines, dans les dernières années, on utilise de plus en plus d'ordinateurs. Et les chercheurs demandent à ces équipements-là de faire tellement de calculs, tellement compliqués, que ça compte certaines parties de la consommation d'électricité. Un chiffre qui est quand même très parlant, c'est l'entraînement d'une intelligence artificielle. Entraîner une intelligence artificielle, ça prend tellement d'électricité qu'il y a des quantités de GES correspondantes émises dans certains pays. Ça va correspondre pour une intelligence artificielle à l'équivalent de 5 voitures, tout leur cycle de vie, incluant l'essence. Donc, on parle d'émissions très importantes. Et l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui a une grande expansion. Il faudrait penser un peu à ce qu'on retient de la mode. Alors là, maintenant, on arrive au transport, et c'est vraiment là que le bas blesse. Donc, c'est la plus grande source d'émissions de GES associée aux activités de recherche au Québec, mais aussi au travers du monde. Donc, ça peut peut-être vous surprendre que les transports, surtout en avion, qui correspondent à 84% de toutes les émissions de GES associées aux activités de recherche. Ça peut vous surprendre de penser que les scientifiques voyagent beaucoup, parce qu'on aurait tendance à penser que c'est un peu comme ça. Dans leur laboratoire, on va faire des expériences. En fait, on va plutôt penser aux scientifiques comme ceci, dans un aéroport, en train de partir vers une destination exotique. Pourquoi les scientifiques voyagent autant? Dans certains cas, ils n'ont pas vraiment le choix. Donc, par exemple, les biologistes qui doivent se rendre sur le terrain pour faire des expériences, ou faire des prélèvements pour ensuite les ramener dans le laboratoire, on n'a pas vraiment le choix. Mais en fait, la plupart des déplacements ne sont pas associés à du travail de terrain, donc en fait, sont associés à des conférences. Donc, les conférences, c'est quoi? C'est des grands rassemblements internationaux de chercheurs, où est-ce que ceux-ci peuvent présenter leurs résultats de recherche, faire du réseautage, parler avec leurs amis, leurs collègues, même ici des collaborations. Vous pouvez imaginer, c'est très important pour un chercheur de participer à ces conférences-là. Mais en fait, encore plus important, c'est que la participation à une conférence est bien perçue dans l'évaluation du dossier des chercheurs. Donc, le plus que tu voyages, souvent le plus loin que tu voyages, le plus d'argent tu vas recevoir pour faire ta recherche, puis le plus de promotion tu vas avoir aussi au niveau de ta carrière. Donc, c'est vraiment encouragé beaucoup. Et donc, les chercheurs voyagent à tout. Et pourquoi c'est un problème que les chercheurs voyagent autant? Deux raisons principales. La première, vous l'avez souvent entendu, mais c'est les émissions de GES. Donc, quand on prend l'avion, surtout au décollage, ça prend énormément de carburant, et le carburant des avions, on appelle le kérosène, est un carburant. Comme l'essence qu'on met dans nos autos, quand on brûle des grandes quantités de ces carburants-là, on émet directement des GES qui contribuent à l'effet de serre et au réchauffement climatique. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une spécificité quand on prend l'avion en particulier, c'est que ces émissions-là, elles sont faites dans une couche très élevée de l'atmosphère. Et quand on émet comme ça des gaz dans une couche élevée de l'atmosphère, on
la stratosphère, on laisse des traînées de condensation, comme on voit sur l'image. Et ces traînées de condensation-là, elles ont un effet de trappe à chaleur qui contribue parfois encore plus au réchauffement climatique que les émissions directes de GES. Le résultat, vraiment, il y a une grande contribution au réchauffement climatique quand on pense au transport aérien, surtout par rapport à celui-ci. Donc, ce qu'on voit ici, la grosse barre rouge, c'est 9 tonnes de GES. C'est ce que ça émet en moyenne des déplacements aériens, uniquement les déplacements aériens du professeur canadien moyen. Et la petite barre verte en dessous, 2 tonnes de GES, c'est notre budget carbone individuel par année total si on veut atteindre les cibles de l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il y a une grosse différence entre les deux, et juste pour se donner un ordre de grandeur, quand on sort de l'Europe, de Montréal et qu'on en revient, on émet ce 2 tonnes au complet. Donc, voyager beaucoup comme le font les chercheurs, ça a une très grande influence sur notre empreinte énergétique. Je suis toujours empreinte énergétique de l'empreinte carbone, pardon. Les solutions, on les connaît, elles se mettent en place progressivement à travers le monde. La première, on sensibilise les chercheurs, on leur dit d'utiliser des transports terrestres dès que possible. La deuxième, on valorise les compétences qui sont plus locales, donc on a besoin de se déplacer sur des courtes distances pour y assister. On fait beaucoup de sensibilisation aussi, donc on essaie de faire prendre conscience aux chercheurs du problème, et finalement, même si ce n'est pas particulièrement populaire, on offre comme compromis d'assister aux conférences de façon virtuelle, donc en visioconférence, lorsque c'est vraiment important pour les chercheurs de présenter, mais qui peut épargner beaucoup de GES en se déplaçant pas. Alors, avant de terminer, on voulait juste ici un petit mot sur une compensation carbone. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a choisi d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'institutions au Québec, comme les universités, qui se tournent vers ces compensations-là pour diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est quoi exactement? En fait, le principe est très simple. Donc, imaginons qu'on a une institution comme une université qui veut diminuer ses émissions de GES. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va réduire autant qu'elle le peut, mais il va quand même rester un minimum lié à l'électricité ou au chauffage qu'elle ne peut pas réduire. Donc, si elle veut vraiment abaisser ses émissions à zéro, une chose qu'elle pourrait faire, c'est planter des arbres. Planter des arbres, c'est vraiment l'exemple typique d'une compensation carbone. Et l'idée, c'est que la quantité de CO2 qui va être captée par les arbres va correspondre à la quantité de CO2 qui va être émise par l'université. Et puis, si on additionne le tout ensemble, on arrive à un gros zéro. Et puis, l'université ou notre institution ne peut. En théorie, ça fonctionne très bien. En pratique, par contre, c'est autre chose. Et je pense que là, pour les raisons de temps, je ne vais pas trop m'attarder aux raisons pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais sachez qu'à chaque fois que les compensations carbone ont été utilisées pour baisser le seuil d'émission à un certain niveau, en fait, ça c'est historique. Historiquement vrai, dans les faits, ce que ça nous montre, c'est qu'à chaque fois, ça a mené à une augmentation des GES par rapport au niveau qui était fixé avec les compensations carbone. Donc ça fonctionne pas vraiment. Donc méfiez-vous quand l'institution, n'importe quelle institution s'affiche exactement comme étant carboneutre, probablement qu'elle utilise des compensations carbone plus ou moins louches que le carbone. Si ça vous a intéressé de nous entendre parler des co-responsabilités en recherche, juste faire une petite mention, le comité sectoriel d'étudiants des FRP dont on fait partie et que j'ai présenté tantôt va publier un rapport probablement à l'automne 2023 qui va contenir beaucoup plus d'informations sur le sujet, mais aussi des recommandations à l'intention des FRQ et d'autres institutions au Québec pour donner un peu de souffle à la transition verte du secteur de la recherche québécoise. Et donc, pour conclure rapidement, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Liées à la recherche, on va parler de plastique, on va parler de consommation énergétique dans les laboratoires, mais aussi beaucoup de déplacements en avion. Puis, somme toute, en fait, ça, c'est vraiment des choses qui affectent nos vies quotidiennes de tous les jours. Puis, j'ose espérer qu'on vous a montré qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire nous-mêmes pour baisser notre empreinte carbone et notre utilisation d'électricité à tous les jours. Puis, qu'on puisse avancer vers le futur. Merci de nous avoir invités. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.